Nous avons besoin de Kong et de Godzilla. La narration reprend exactement là où nous l'avions laissé. L'énorme titan sous-marin reste caché dans les profondeurs, et Kong ne peut le suivre. Depuis l'hélicoptère, Lee observe avec tristesse le prix énorme qu'ils ont dû payer pour finalement le sortir de ce monde. Axis, à ses côtés, Keiko l'observe avec beaucoup d'attention, tandis que Lee se tord comme si quelque chose lui faisait profondément mal. Rappelons qu'il a été mordu par l'une des créatures étranges à l'intérieur de la capsule. Pendant le trajet, à ce moment précis, Lee demande à Keiko si elle a réussi à bien le voir. Selon lui, cela ressemble beaucoup à ce qu'ils ont vu au Chili il y a tant d'années. En entendant cela, Hiroi devient nerveux et demande « De quoi parlez-vous ? Vraiment ? Cette chose ne possède aucun enregistrement officiel, et elle est bien plus grande que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. » Quelques minutes après l'observation, l'hélicoptère se pose précisément sur le pont du navire principal, où une équipe médicale spécialisée attend pour prendre en charge Lee. Dans le chaos de l'urgence médicale, personne ne voit un scarabée descendre discrètement de l'avion et s'infiltrer dans le navire. Non loin de là, nous avons une vue claire de la créature fendant les eaux tumultueuses. Sa taille est vraiment impressionnante, et elle se déplace à une grande vitesse constante d'environ 35 nœuds, soit à peu près 70 km/h. Dans les salles de contrôle du navire principal, ils suivent sa position exacte, mais même l'énorme bâtiment a du mal à rester près de son sillage. L'équipe attend que Tim donne les ordres nécessaires, mais il est encore trop affecté par la mort récente de sa supérieure. En fait, il ne veut rien prendre en charge, et c'est le moment parfait pour que Keiko prenne sa place de leader. Les officiers les informent qu'ils sont totalement coupés du monde. En haute mer, le Titan a généré un grand champ électromagnétique, et eux seuls sont réellement au courant de son arrivée. Bien que Tim n'apprécie pas du tout la présence constante de Lee, il respecte beaucoup Keiko, alors il décide de se retirer pour qu'il s'occupe de la situation. Pendant ce temps, le scarabée rampe furtivement parmi les passagers, dans les couloirs sombres du navire. Dans l'une des cabines, Hiroji se lamente profondément de ce qu'ils ont fait. Il ne sait pas si sauver Lee était vraiment la bonne chose à faire. Un nouveau titan vient d'être libéré, alors qu'il aurait mieux valu le laisser mourir. Mais il ignorait que Kate était derrière lui et entendait tout. Hiroji la rattrape rapidement et essaie de s'excuser sincèrement auprès de Kate. Mais elle aussi pense fermement qu'ils ont commis une grave erreur stratégique. Elle ne fait pas référence au fait d'avoir sauvé Lee, sachant qu'il ne les aurait jamais abandonnés, mais plutôt au fait d'avoir libéré un nouveau titan inconnu dans le monde, quelque chose qui pourrait inévitablement provoquer un nouveau jour. Hiroji lui présente ses excuses sincères pour ses propos, mais cela n'a plus vraiment d'importance. À ce moment critique, le titan est libre, ils doivent dépasser leur culpabilité et se concentrer sur comment l'arrêter. Pendant que Kate marche, pensive, dans les couloirs, un infirmier arrive à son poste habituel. Soudain, il entend un bruit étrange provenant de l'une des salles de soins voisines et s'approche prudemment pour voir ce qui se passe. Une seconde plus tard, le scarabée mutant lui saute violemment au visage. Cette attaque soudaine nous ramène immédiatement au Chili, plus précisément dans le petit village de Santa Soledad, en 1957. Là-bas, Keiko et son équipe examinèrent la grotte indiquée par la serveuse locale. Après quelques heures d'exploration, Billy revient excité et lui dit qu'ils doivent partir vite. Il a trouvé une carte ancienne dans la grotte montrant la migration des créatures. S'ils le suivent, ils trouveront peut-être un spécimen vivant, pas seulement un dessin sur le mur. Cependant, Keiko lui a demandé quelques minutes supplémentaires. Elle analyse attentivement les eaux locales parce qu'elle veut savoir exactement pourquoi. Les villageois sont tellement convaincus que ces créatures marines sont la raison de la bonne pêche dans la région. Ces minutes supplémentaires font perdre un peu de sa patience habituelle à Billy. Ils l'ont toujours suivi sans hésiter par le passé, mais maintenant Keiko insiste pour rester un peu plus longtemps. Les résultats préliminaires sont prometteurs. Et Billy, frustré, lui dit fermement qu'il partira avec elle à ce moment-là ou qu'il partira seul. À cet instant de tension, Lee interrompt la discussion et lui dit d'avancer sans s'inquiéter. Il prendra soin lui-même de Keiko pendant qu'elle termine son travail scientifique en cours. Après un baiser d'adieu plein d'amour, Billy finit par partir, laissant sa bien-aimée entre les mains de son meilleur ami, dans un village étranger où ils ne sont clairement pas les bienvenus. De retour sur le bateau actuel, Tim demande à Lee de lui rendre visite bientôt dans son bureau privé. Il l'informe qu'il a contacté le centre de commandement supérieur, qui a ordonné de suivre le Titan et de tout rapporter à tout prix. Mais il ne se sent pas apte à donner les ordres tactiques. Il admet difficilement ne pas aimer Lee, mais reconnaît que seul Lee a l'expérience nécessaire, d'où sa décision de lui confier le commandement.
Le problème est que le centre de commandement a ordonné l'arrestation de Lee et son transfert immédiat pour interrogatoire approfondi. Tim détruit la page et choisit de croire que le message était corrompu. On compte sur lui pour guider et sauver des millions de personnes innocentes. Une fois que le problème dans la chaîne de commandement est temporairement résolu, nous voyons May essayer de remonter le moral de Kate. Elle commence à penser que l'arrivée de cette chose est vraiment de sa faute personnelle, à cause de ce qui s'est passé auparavant. Quelques minutes plus tard, la situation critique s'aggrave drastiquement. Le Titan s'approche rapidement du détroit de Malacca, un passage étroit où les pêcheurs locaux doivent attendre des heures pour pouvoir traverser. Selon l'analyse des scanners thermiques, il y a plus de 15 bateaux remplis de civils sur la trajectoire directe du Titan, et le temps leur manque irrémédiablement. La seule chance qu'ils ont pour le moment est d'accélérer le navire au maximum, mais cela pourrait surchauffer les moteurs et causer des dommages irréversibles au navire. Tim n'est pas sûr de le faire. Il a plus de 200 personnes à bord. S'il reste coincé au milieu de l'océan, le Titan les pulvérisera en quelques secondes. Alors que le navire accélère à une vitesse extrême pour laquelle il n'est pas prêt. Nous retournons au Chili, où nous voyons Billy partir enfin sur une petite embarcation depuis le rivage. La serveuse l'observe avec beaucoup d'attention et soudain, un individu mystérieux apparaît à ses côtés. Sur sa poitrine, il a le tatouage détaillé de l'une des créatures, et leur dit fermement que leur temps est compté. Elle le supplie de lui accorder tout le temps possible, mais l'individu lui répond froidement qu'il est déjà trop tard. Le destin de ceux qui sont restés est scellé, et elle ne peut absolument rien faire pour eux. Maintenant, dans la grotte, Lee écoute attentivement Keiko. Elle est restée bouleversée par ce qui s'est passé avec Billy, même si elle sait qu'elle ne peut arrêter son élan. Elle aimerait qu'il soit un peu plus attentif à ce qu'elle croit, et à ses recherches scientifiques personnelles. Mais il semble toujours courir après le prochain monstre. Keiko l'aime, mais parfois elle se demande sérieusement s'il aime plus les monstres que sa relation avec elle. Après avoir versé quelques larmes amères, et après que Lee l'a consolé un bon moment, Keiko retourne au travail. Quelques minutes plus tard, elle sent une légère secousse et perçoit la terre bouger sous ses pieds. Rapidement, Keiko prend un stéthoscope et commence à analyser le sol avec minutie. Elle se demande si peut-être l'une de ces choses est encore en vie sous terre à cet instant précis. Quelques minutes plus tard, tout le sol de la grotte est déjà équipé de capteurs de mouvement. Après avoir tout installé, elle demande à Lee de l'accompagner jusqu'à l'eau cristalline. Elle doit prélever un échantillon en zone bien plus profonde pour avancer ses recherches. Avant qu'ils ne sortent de la grotte pour louer un bateau sur place, le mystérieux individu apparaît soudain près de Lucia. Il leur dit qu'il se trouve dans une zone très sacrée pour son peuple, et que la présence d'étrangers a créé une rumeur dangereuse. S'ils restent, les poissons ne viendront pas. Les habitants locaux perdent rapidement patience et suggèrent qu'il vaudrait mieux qu'ils suivent bientôt le même chemin que leur ami, qui est déjà parti. Avec un regard un peu sinistre et une voix quelque peu suspecte, le type les invite officiellement au festival de ce soir. Il y aura à manger, et beaucoup à boire. Finalement, ils pourront expliquer aux gens qu'ils ne sont pas là pour leur faire du mal, et cela apaisera sûrement les eaux troubles. Cependant, Keiko ne peut s'empêcher de repenser au totem de sang trouvé au centre du village, ce qui la rend un peu nerveuse. À cet instant, nous retournons au pont de commandement. Finalement, ils parviennent à rattraper le Titan. Mais le navire n'est qu'un centre de recherche scientifique. Il ne possède aucune arme de défense, ni rien qu'ils puissent vraiment utiliser contre lui. Seul un drone avancé avec sonar et vision thermique haute résolution permet l'analyse sur le terrain. D'après ce que Keiko se rappelle clairement de son séjour au Chili, ce Titan spécifique communique principalement par ondes sonores. S'ils utilisent le drone pour émettre un signal coordonné, ils pourraient le distraire et l'éloigner définitivement des civils, le guidant vers la haute mer, pendant qu'il s'efforce ardemment de créer le signal qui servira à distraire le Titan. Celui-ci avance de façon implacable à travers l'océan, détruisant quelques petits bateaux qui pêchaient tranquillement. Au même moment, le scarabée mutant se faufile discrètement dans les couloirs sombres, après avoir assassiné brutalement l'infirmier. Ses tentacules sont trempés de sang, et il laisse des traces inquiétantes sur tout le sol du couloir. Non loin de là, Hiroshi essaie de créer le signal nécessaire. Mais en 1957, les capteurs ne détectaient que de 1 à 20 Hz. Maintenant, trouver le signal exact dans cette fréquence spécifique, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Keiko lui demande calmement d'ajuster le signal pour changer fréquemment de fréquence, mais Hiroshi craint que cela ne prenne trop de temps et doute de l'efficacité du procédé. Il est profondément frustré par la pression, mais elle parvient à le calmer, au moins pour le moment. Quelques minutes plus tard, Hiroshi a une idée brillante et finit enfin de programmer le signal.
Une fois qu'il configure le drone avec le signal, celui-ci décolle rapidement et vole directement vers la position du Titan sur le pont de commandement. Toute l'équipe attend avec une anxiété palpable ce qui pourrait se passer ensuite. Si le signal n'arrive pas à attirer le Titan avec succès, des centaines, voire des milliers de personnes innocentes mourront inévitablement. Essayant de ne pas gêner l'opération, Kate reste enfermée dans sa cabine, pensant toujours que l'arrivée destructrice du Titan est de sa faute personnelle. Pendant qu'elle réfléchit et se blâme pour ce qui s'est passé, le scarabée mutant passe à toute vitesse dans le couloir extérieur, mais elle parvient à entendre clairement où se dirige la créature. Elle avance lentement dans le couloir, aperçoit des traces de sang fraîche et décide de les suivre prudemment. Celles-ci s'étendent tout le long du chemin, montant même sur les murs, jusqu'à arriver à l'infirmerie. Soudain, le scarabée apparaît, collé au plafond. Le monstre remarque sa présence, et elle n'a pas d'autre choix que de s'enfuir en courant, désespérée. À seulement quelques mètres, il y a un téléphone d'urgence, mais après avoir essayé de l'utiliser, elle découvre qu'il ne fonctionne pas. Alors elle décide de se cacher, terrifiée, dans sa cabine. Cependant, quelques secondes plus tard, elle se ressaisit et réfléchit avec détermination. Elle sait parfaitement que tout cela est de sa responsabilité directe, alors elle sort avec courage pour affronter la bête. Elle arrache un extincteur du mur tout proche et attend patiemment dans le couloir que le scarabée réapparaisse. Avec son doigt fermement posé sur la gâchette de l'extincteur, elle se prépare à l'arrivée imminente du scarabée mutant, qui avance lentement vers elle, agitant ses tentacules menaçants et lui montrant ses dents acérées. Retour sur Keiko. Le drone de reconnaissance est enfin arrivé à la position exacte du Titan sous-marin. C'est maintenant le moment crucial de voir si le signal de fréquence fonctionne. Pour y parvenir, le drone doit se positionner juste au-dessus du dos du Titan. Mais le temps s'écoule rapidement. Il ne reste plus que 5 minutes avant que la créature n'atteigne la côte, où des dizaines de navires civils sont rassemblés. Lee ordonne fermement au pilote de descendre le plus bas possible, mais celui-ci préfère suivre les protocoles stricts et reste à une distance de sécurité. À ce moment-là, Lee perd complètement patience et décide de prendre les commandes de force, positionnant le drone à seulement quelques mètres du Titan. Malheureusement pour lui, l'un des tentacules sort de l'eau et détruit le drone. Ils ont maintenant perdu toute chance de le distraire. De retour dans les couloirs, le scarabée attaque Kate, mais une fusée éclairante le frappe et le tue. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Derrière la gâchette se trouvent Kentaro et Mai, qui sont venus rapidement pour lui donner un coup de main au moment opportun. Kate profite de cet instant d'adrénaline pour déverser toute sa colère accumulée contre le scarabée mutant. Elle le frappe violemment à plusieurs reprises avec l'extincteur en métal, jusqu'à ce que la créature pousse un cri aigu secouant toute la structure du navire. La petite créature émet une puissante impulsion électromagnétique qui secoue le navire et attire aussitôt l'attention du Titan en traversant l'eau. Sur la passerelle, tout est violemment ébranlé. Soudain, le Titan fait demi-tour, juste avant de frapper fatalement les navires. Ce virage soudain et massif provoque une vague de grande taille qui frappe les cargos stationnés sur la côte, mais heureusement, cela ne cause pas de dommages majeurs aux embarcations. À présent, le danger imminent se dirige directement vers le navire de recherche de Monarch. Le Titan se déplace vers eux à une vitesse bien plus grande, et il semble vraiment en colère à cause de l'interférence, tandis que la menace d'un monstre géant se dirige vers Keiko. Dans le présent, nous revenons à sa version de 1957, où elle et Billy profitent des fêtes et de l'hospitalité authentique des villageois chiliens. Ils découvrent une facette très différente de celle qu'ils ont connue sur le navire. Ils semblent joyeux, heureux, et profitent pleinement de la fête nocturne. Peu après, Lucia arrive rayonnante en costume traditionnel côtier et leur explique avec ferveur que c'est leur festival sacré pour le dieu de la mer. C'est une cérémonie où ils montrent leur humilité, recevant en retour la générosité du monarque qui leur offre tout ce dont ils ont besoin. Après un moment de calme, ils partent rapidement vers un lieu. Un monstre géant mystérieux d'autrefois apparaît une fois de plus avec une boisson typique de la région et leur offre aimablement l'occasion de la goûter. Après avoir bu quelques verres forts, la véritable fête commence. Tout le monde danse avec frénésie, s'amuse et rit aux éclats. Billy finit par se laisser convaincre par l'ambiance festive et baisse complètement sa garde. Mais au fur et à mesure que le temps passe inexorablement, le vin local fait tomber toutes les inhibitions. Et Keiko se lève, enthousiaste, pour danser, même si elle ne peut s'empêcher de se sentir soudainement étourdie. Le rythme de la danse devient de plus en plus rapide et erratique. Les images autour d'eux deviennent floues, et tous deux commencent à perdre la notion réelle de l'endroit où ils se trouvent, et de ce qu'ils font exactement. Quelques secondes plus tard, le rituel principal commence brusquement. Les villageois apportent un énorme poisson préhistorique et le suspendent avec des cordes juste au-dessus du totem de sang.
À ce moment précis, toute la danse et la célébration bruyante s'arrêtent net. Un silence de mort s'empare de tout le village. Billy réalise avec horreur qu'il doit partir. Soudain, un individu étrange, peint de la tête aux pieds et tenant un couteau cérémoniel dans les mains, apparaît devant la foule. Il marche lentement vers le poisson suspendu, et Billy se déplace rapidement pour protéger Keiko. L'individu les ignore complètement, s'approche du poisson, plante le couteau dans son abdomen et l'ouvre en grand. Après cela, il prend le sang frais et commence à marquer les villageois sur le front. L'homme leur dessine un symbole composé de 2 cercles entrelacés. À ce moment-là, Lucia se tourne lentement et regarde Billy et Keiko avec des yeux remplis d'une pure méchanceté. Au même moment, alors que cela arrive, nous revenons à la mer et voyons que le symbole sur le front de Lucia est identique. Sous les yeux du titan avançant furieusement vers le navire, Kentaro parvient enfin à contacter la passerelle et les informe sur la créature, précisant qu'elle est restée blessée. Mais pour une raison inexplicable, elle est toujours en vie. À cet instant, tous découvrent avec effroi que le titan vient spécifiquement pour elle. Vite, emmenez la petite créature blessée vers le hangar du navire. Il la fait monter dans un canot de sauvetage et s'apprête à l'éloigner du navire pour protéger l'équipage. Une fois de plus, Lee a décidé de risquer sa vie pour eux tous. De façon héroïque, il prend le canot de sauvetage et accélère à toute vitesse avec le scarabée mutant à ses côtés. Alors que le titan le suit de très près dans les eaux profondes, Kate n'arrive pas à temps pour l'accompagner dans cette mission suicide. Dès qu'il touche l'eau froide qui envahit le hangar, il ressent la vibration du titan et croit percevoir un message télépathique. Pendant ce temps, l'équipe monte en hâte sur le pont principal pour voir ce qui arrive à Lee. Nous pouvons voir que l'eau vibre d'une manière rythmique et constante, comme si le titan essayait vraiment de communiquer directement avec eux. Depuis le pont, Keiko regarde avec angoisse Lee qui conduit à toute vitesse le canot, essayant de s'éloigner le plus possible du navire de recherche. Un petit bateau à moteur ne pourra jamais atteindre la vitesse du titan. Le titan approche vite de sa cible, impossible de l'éviter physiquement. Finalement, le titan décide de montrer son visage terrifiant et fonce droit sur Lee, qui, dans un dernier moment de tension extrême, attrape le scarabée et le jette violemment en pleine mer. Il reprend aussitôt le volant et accélère au maximum pour fuir l'impact imminent. Cependant, une énorme vague provoquée par la taille immense du titan le poursuit sans relâche, et la petite embarcation n'est pas capable de générer la force nécessaire pour lui échapper. Soudain, l'imposante masse d'eau semble l'écraser complètement, mais après quelques secondes de tension extrême, l'embarcation parvient à s'en sortir indemne au milieu de l'écume. Keiko observe, les larmes aux yeux, que Lee est sain et sauf et qu'il revient lentement vers le navire principal, tandis que le titan s'éloigne discrètement dans une autre direction. Le petit scarabée reste collé à la peau de la bête, et en l'observant attentivement, on peut voir qu'en réalité, il transporte des centaines et des centaines d'autres scarabées cachés sur tout son corps. À ce moment précis, nous revenons à l'année 1957, juste après que Lucia se soit excusée auprès d'eux de les avoir regardés d'une manière aussi hostile. Keiko, intriguée par ce qu'elle vient de voir, demande prudemment « Que signifie le symbole que tu as sur le front et quel est son sens caché ?» Lucia leur répond d'une voix brisée qu'ils auraient dû respecter ses croyances ancestrales et écouter ses avertissements lorsqu'elle leur avait demandé avec insistance de quitter le village. Maintenant qu'ils ont vu le festival interdit, il n'y a aucun moyen de les laisser partir. Les villageois feront tout pour préserver leur foi sacrée, en secret, quel qu'en soit le prix. Une seconde plus tard, Lucia s'enfuit, terrifiée, et se cache dans son bar privé. Et Keiko perçoit la même vibration tellurique que dans la grotte, mais cette fois bien plus forte et pénétrante. Billy ne la croit pas un instant. Il insiste sur le fait qu'il vaut mieux partir d'ici au plus vite. Mais lorsque la vibration se transforme en un tremblement destructeur, il comprend que Keiko a entièrement raison. À cet instant, nous voyons sortir de la grotte des centaines et des centaines de scarabées affamés. Tous descendre de la montagne à grande vitesse, faisant trembler tout le village sous leur poids. Avant de devenir le dîner de ces créatures, Billy crie à Keiko de courir pour sauver sa vie. Les scarabées envahissent le village avec férocité. Billy essaie de frapper aux portes et supplie désespérément qu'on l'aide, mais personne ne leur ouvre, en aucune circonstance. Le festival obscur a scellé leur sort. Désormais, il ne leur reste plus qu'à fuir pour survivre. Le seul problème, c'est que, lorsqu'ils arrivent enfin près du quai, une sortie, l'énorme titan apparaît devant eux. Cette fois, il se montre dans toute sa grandeur, leur laissant voir sa forme complète. Et ses cornes passent d'un bleu éclatant à un rouge intense, indiquant une colère incontrôlable. Au même moment où les cornes du titan deviennent d'un rouge intense, les scarabées reproduisent ce changement de couleur.
Ils passent rapidement à côté de Keiko, sans lui faire aucun mal, se dirigeant directement vers leur chef suprême. Cependant, l'un d'eux s'accroche agressivement à la jambe de Billy, et lui, par pur instinct, l'envoie au loin d'un coup de pied. À ce moment précis, le titan leur lance une attaque dévastatrice avec l'un de ses appendices, et détruit une cabane voisine, la réduisant en éclats, instantanément. Le chapitre se termine en laissant planer la question de leur sort dans ce chaos. Pendant ce temps, le titan rugit avec fureur au cœur de l'immense océan.